Zanzibar, 1964, l'île baigne dans le sang, des cadavres jonchent le sol dans une atmosphère post-apocalyptique. Et tout ceci au lendemain de ce qui est appelé la révolution de Zanzibar. Un soulèvement fulgurant qui fut l'un des épisodes les plus violents et les plus traumatisants de l'histoire politique de l'Afrique de l'Est. Et pourtant, ce passage, cet épisode est très largement méconnu sur le continent africain parce que dans l'imaginaire collectif, le Zanzibar et la Tanzanie au sens large est corrélé, est lié à des paysages de cartes postales, à des plages immaculées, à des eaux turquoises, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Tanzanie n'est pas née du hasard. L'histoire de la Tanzanie, c'est l'histoire d'empire puissant. L'histoire de la Tanzanie, c'est l'histoire de domination violente, l'histoire d'une colonisation sanglante. L'histoire de la Tanzanie, c'est l'histoire d'une lutte, des luttes d'indépendance qui ont été menées par des leaders charismatiques visionnaires qui, pour beaucoup, ont été arrêtés, écartés, voire même assassinés. Il faut savoir que la Tanzanie est un acteur phare, un acteur majeur de l'histoire politique du continent africain. Pour ceux qui ne le savent pas, la Tanzanie a été l'un des soutiens, si ce n'est le soutien majeur dans les quêtes d'indépendance du Mozambique et du Zimbabwe. La Tanzanie a été la base arrière de l'ANC durant la période sombre de l'apartheid. La Tanzanie a été un acteur phare dans la chute du très tristement célèbre Idi Amin Dada. En d'autres termes, on ne peut parler de l'histoire contemporaine de l'Afrique sans parler de l'histoire de la Tanzanie. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va évoquer l'histoire de la Tanzanie. Asseyez-vous confortablement, prenez votre verre de jus d'orange. Aujourd'hui, je n'ai plus de jus d'orange, j'ai un jus très spécial dont on va parler dans les prochaines vidéos. Et c'est parti. Avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour, Chef Mouna. Chef Mouna est une jeune chef passionnée spécialisée dans la cuisine à domicile et les prestations sur mesure. Elle officie pour des dîners privés, des événements exclusifs, des repas personnalisés et elle s'adapte à vos goûts pour créer des moments gourmands. Sa signature, c'est son habileté à mélanger savamment la cuisine ivoirienne ou la cuisine de l'Afrique de l'Ouest avec la cuisine européenne. Elle est très active sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez voir un peu ce qu'elle fait, n'hésitez vraiment pas à aller voir un peu la qualité de ses prestations. Si vous êtes à la recherche d'un prestataire sérieux et passionné pour des événements tels que des dîners à la maison entre proches ou des baptêmes, des anniversaires ou même des événements d'entreprise, n'hésitez vraiment pas à contacter Chef Mouna sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous ses contacts. Pour aller plus loin, elle anime un groupe WhatsApp où elle en dit un peu plus sur la cuisine, sur des contenus exclusifs. N'hésitez vraiment pas à aller dans la description, vous verrez toutes les informations. Ceci étant dit, on continue la vidéo. 1498, Vasco de Gama longe la côte est de l'Afrique en route vers l'Inde. Il découvre alors des cités swahili puissantes et musulmanes, notamment Kilwa, Zanzibar ou encore Mombasa, déjà au cœur d'un vaste commerce avec l'Arabie, la Perse et l'Inde. Cette prospérité va très rapidement attirer l'attention des Portugais et dès 1502, ils vont asseoir leur influence, asseoir leur domination par la violence et par la terreur. Dès lors, ils détruisent Kilwa, ils pillent le Zanzibar et ils vont bombarder Mombasa. Pendant pratiquement un siècle, ils vont dominer la région, contrôler les routes maritimes. Mais il y a deux petits hic. Le premier, c'est que les Portugais ne sont pas assez nombreux pour contrôler toute cette zone. Premier point. Deuxième point, c'est qu'ils sont farouchement détestés dans la région. Et ces deux facteurs conjugués vont aboutir au bouleversement qui va survenir à peine un siècle après leur arrivée, notamment le renversement. En effet, en 1698, Salif bin, imam de Mascate, capitale du sultanat d'Oman, lance la révolte. Ses troupes reprennent les ports un par un. Et en 1729, les Portugais sont chassés, refoulés vers le Mozambique, et ce, malgré leur tentative de retour. À partir de là, commence une nouvelle ère, la domination omanaise. Et là, naturellement, vous devez vous poser des questions. Pourquoi, dans cette région de l'Afrique, on parle de sultan, on parle de Oman, on parle d'islam? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien avant l'arrivée des Portugais, cette région de l'Afrique entretenait déjà des échanges, des transactions avec le monde arabe, avec l'Arabie, avec la Perse, avec l'Inde. Donc, naturellement, il y a eu des transactions, il y a eu des brassages. Et de là est née une civilisation qui était déjà swahili depuis l'Antiquité. Et cette civilisation est devenue une civilisation swahili maritime, une civilisation swahili urbaine, mais une civilisation swahili métissée. Entre le 11e et le 15e siècle, c'est l'âge d'or. Kilwa contrôle l'or venu de l'intérieur du continent. Zanzibar devient un carrefour majeur pour l'océan Indien. Mais il faut comprendre également une chose très importante. La Tanzanie qu'on connaît aujourd'hui, sur le continent africain, n'est née qu'en 1964. Parce qu'avant 1964, il y avait deux territoires totalement distincts qui ont dû fusionner pour donner naissance en 1964 à la Tanzanie. Le premier territoire, c'est le Tanganyika, qui est l'équivalent
de la Tanzanie actuelle, la Tanzanie continentale actuelle. Si vous prenez votre bus du Kenya, par exemple, pour aller en Tanzanie, vous allez arriver sur la partie continentale. Cette partie continentale portait un nom qui s'appelait le Tanganyika. Ça, c'est la partie continentale. Il y avait également un archipel, une partie insulaire, une île qui est appelée Zanzibar. Et donc, ces deux territoires ont dû fusionner pour créer le pays qu'on connaît aujourd'hui sur le continent africain appelé la Tanzanie. Ça, c'est très, très important à avoir en tête pour la suite de la vidéo. Très important pour la compréhension. Mais vous l'avez pu le remarquer, depuis le début de la vidéo, je parle un peu plus de la partie l'archipel, le Zanzibar. Ce n'est pas pour autant que la partie continentale a été en marge de l'histoire. Hein. Elle a été le lieu de passage des caravanes qui transportaient l'or, l'ivoire, le fer, les matières précieuses. Mais arrivé un instant, il a fallu acheminer ces matières précieuses vers le monde extérieur. Et c'est là que Zanzibar était important également dans tout ce cheminement. C'est donc tout ça là qui a attiré l'attention des Portugais qui sont arrivés avant de se faire balayer par un empire beaucoup plus solide, notamment le sultanat d'Oman. Et tout ceci s'est passé sous l'égide d'un homme. Il s'agit de Saïd bin Sultan, un dirigeant très ambitieux qui a très vite compris que la puissance de son sultanat ne pouvait pas se limiter seulement à la péninsule arabique. Très vite, en 1840, il prend une décision très stratégique. Il déplace la capitale du sultanat d'Oman de Mascate à Zanzibar. Donc le Zanzibar devient un endroit stratégique pour le sultanat d'Oman. Très très important à avoir en tête. Et dès lors, le Tanganyika, qui est la partie continentale, sera arrimé au Zanzibar et va donc être agrégé aux civilisations islamo-arabiques, au réseau swahili. Et ça, c'est très très important. Mais petite nuance, c'est vrai que en 1840, il a pris la décision de déplacer la capitale à Zanzibar, mais il faut retenir une chose, c'est une nuance qui est très importante à préciser, c'est que historiquement, juridiquement, la capitale de l'Oman a toujours et sera toujours Mascate. Ça, c'est un détail important à appréhender. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de retenir ici, c'est qu'à partir de là, va donc commencer la domination omanaise. Au XVIIIe siècle, Oman domine littéralement toutes les routes maritimes dans cette région de l'Afrique. Elle a une grosse influence, elle contrôle pratiquement une bonne partie de l'Afrique de l'Est, de la Somalie jusqu'au nord du Mozambique. Et ça, c'est factuel. Mais au cœur de son emprise, Zanzibar. C'est Zanzibar qui contrôle tout. C'est Zanzibar qui fait office de piston. À partir de Zanzibar, on prend les matières de la partie continentale au fin fond de l'Afrique qu'on amène vers l'océan Indien. Et c'est une prospérité qui ne dit pas son nom. Mais c'est une prospérité qui repose sur un paradoxe très effarant. Il n'y a quasiment pas d'agriculture dynamique, l'économie est insipide, il n'y a quasiment rien. Cependant, dans cette région, le commerce connaît un essor monumental. Zanzibar est devenu le centre commercial de la région, est devenu même un des centres commerciaux phares du monde entier. Et là, naturellement, vous devez vous dire, pas d'agriculture, économie inerte, pas de ressources naturelles visiblement à cette époque. Qu'est-ce qu'on vendait à Zanzibar qui faisait de Zanzibar ce fameux centre commercial prospère? En fait, c'est très simple. On vendait des hommes. Zanzibar était le centre commercial par excellence de l'esclavage. Le monde arabe, le Golfe et les colonies européennes réclament toujours plus de main-d'œuvre. La France alimente notamment des plantations à Bourbon, l'actuelle Réunion, et à l'île de France, l'actuelle Maurice. Derrière les épices et les profits, ce sont des vies capturées dans l'intérieur, déplacées, revendues et exploitées. Il faut dire une chose, c'est que la gestion de Zanzibar par le sultanat d'Oman est cynique, nauséabonde et très violente. Ça, c'est très très important de le dire. Sous Saïd, Zanzibar devient le premier producteur de clous de girofle. Et naturellement, cette production massive de clous de girofle a un pilier, l'esclavage. Ce sont les esclaves qui vont travailler dans les champs. Ce sont les esclaves qui vont travailler au prix de leur vie pour satisfaire la prospérité de cette île qui est reversée directement au sultanat d'Oman. Chaque année, des dizaines de milliers de captifs affluent des grands lacs du Congo oriental et de l'intérieur du Tanganyika. Zanzibar devient alors le cœur du plus grand marché d'esclaves de l'Afrique de l'Est. L'humain y est vendu comme une marchandise. La traite s'impose comme l'ossature du pouvoir. Elle finance l'État, nourrit l'aristocratie et enrichit les grands négociants. La société zanzibarite va donc commencer à se figer sous une forme d'hiérarchie très malsaine. Au sommet de l'État, on retrouve les Arabes, les élites arabes qui sont liées, on va dire, au sultanat d'Oman. Au milieu, on retrouve les Indiens qui sont indispensables pour le commerce, mais aussi pour les crédits. Et en bas de l'échelle, vraiment, en bas de l'échelle, on retrouve les autochtones noirs, les populations swahili, qui sont exploitées
dont les terres sont expropriées, qui sont traités comme des vulgaires objets. Ça, c'est vraiment l'ossature hiérarchique, malsaine, raciste qui régnait. Et c'est très important parce que cette ossature va régner dans la société pendant très très longtemps et elle sera très déterminante pour comprendre le drame qui va arriver en 1964 à Zanzibar. Tout ceci a perduré malgré l'arrivée de l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle. Tout ceci a perduré. Et à la fin du 19e siècle, il y a également un contexte mondial qui pèse lourd dans la balance. On est quand même dans les années 1870-1880, l'Europe connaît une énième révolution industrielle. Et qui dit révolution industrielle dit besoin de matières premières, dit besoin de débouchés pour les produits qui sont conçus, on va dire, et dit aussi besoin de main-d'œuvre. À partir de cet instant, l'Europe va commencer à s'intéresser fortement au continent africain. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais ça va commencer. Il va falloir maintenant très vite structurer tout ça. Et un pays européen sera très attiré par cette région, on va dire. C'est l'Allemagne. Et croyez-moi, l'arrivée de l'Allemagne, la domination allemande sera encore plus brutale que celle qui était là. Elle sera sanglante, je pèse mes mots. À la fin du 19e siècle, l'Europe ne veut plus simplement commercer avec le continent africain. Elle veut gouverner le continent africain. La conférence de Berlin entérine cette logique de partage impérial. De ce nouvel ordre colonial, une puissance s'impose sur la côte est-africaine. C'est l'Allemagne. Arrivée tard dans la course coloniale, elle va rapidement imposer sa domination par la force et créer l'Afrique orientale allemande qui couvre le Tanganyika, mais aussi le Rwanda et le Burundi. Il faut, dès cet instant, distinguer deux phases, distinguer deux espaces bien différents. On a le Tanganyika, c'est la partie continentale, qui est gérée directement par les Allemands. Les Allemands sont venus, ils ont imposé leur domination par la force, par le sang, c'est entériné. Et on a également la partie qui est insulaire, l'archipel du Zanzibar, qui est officiellement indépendant, qui est géré par les Arabes, par les sultans d'Oman, mais qui de plus en plus commence à tomber sous l'influence britannique. Cependant, de facto, on va dire, les sultans sont encore là. Mais les Britanniques commencent à avoir de plus en plus d'emprise. Maintenant, on va analyser de façon très distincte leur histoire, parce que ce sont des trajectoires diamétralement opposées. Je m'explique. À Zanzibar, on a commencé dans une relative stabilité. Comme je peux vous le dire, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence. Et on a fini dans le sang. Vraiment, littéralement dans le sang. Au Tanganyika, c'est une autre histoire. On a commencé violemment dans le sang avec les Allemands et on a fini dans une relative stabilité. Commençons déjà par le cas du Tanganyika et vous allez comprendre. Sur la partie continentale, notamment le Tanganyika, l'Allemagne va arriver en force. Violence, exaction, expropriation, réquisition, travail forcé, châtiment, village brûlé. Vous l'avez compris, on va utiliser la terreur comme moyen de domination. Mais ce n'est pas pour autant que leur arrivée va se faire sans résistance. Ce n'est pas pour autant que leur domination sera automatique. Non, il y aura de la résistance. Parce que dans les années 1890, les Ehe infligent une défaite humiliante aux troupes allemandes à Lugalo. Leur chef, Nkwakwa, est traqué sans relâche. Il se suicide d'ailleurs en 1898 pour échapper à la capture. Sa tête est envoyée en Allemagne comme trophée. Puis vient le choc majeur, la révolte du Maj-Maj. Entre 1905 et 1907, des dizaines de peuples se soulèvent portés par la foi du Maj-Maj, censé arrêter les balles. Mais face aux mitrailleuses, la croyance ne suffit pas. La répression est totale. Des villages sont incendiés, des récoltes sont détruites, la famine est organisée. Les combats tuent, la faim tue également davantage. On parle d'environ 200 000 à 300 000 morts. Je ne sais pas si vous entendez. 200 000 à 300 000 morts. Parce que ces populations ont osé dire aux Allemands, non, vous n'êtes pas chez vous, vous ne venez pas comme dans un village sans sécurité. Ils ont été littéralement massacrés. Je sais que dans la tête de certains, ils peuvent se dire, ok, c'était un accident de parcours, ils sont croisés, ils ne se sont pas entendus, la force allemande était trop puissante, donc il y a eu massacre. J'ai envie de vous le dire, ce n'était pas un accident. C'était un massacre de masse coloniale qui a été organisé depuis Berlin. On a choisi des personnes habiles dans le style pour pouvoir perpétrer ce que l'Allemagne savait très bien faire à cette époque. Au cas où vous vous direz peut-être « Ah, il exagère », j'ai envie de vous raconter une histoire. À cette même période, pendant que les Allemands étaient en train de perpétrer désolation et crimes en Afrique de l'Est, au sud-ouest de l'Afrique, ils étaient en train de faire sensiblement la même chose, voire pire
dans un pays qui est connu aujourd'hui sous le nom de la Namibie. En effet, entre 1904 et 1908, les Herero et les Nama sont victimes du premier génocide du XXe siècle. Dans l'Afrique du Sud-Ouest allemande, extermination, camps, travail forcé, famine organisée, une violence industrielle et administrative s'y met en place. Après ce traumatisme qui a fait beaucoup de bruit, les Allemands vont changer de fusil d'épaule par pure stratégie. Oui, par pure stratégie. Je m'explique. En fait, les Allemands sont arrivés pour tirer profit au maximum du Tanganyika. Vraiment, ils ont entendu des choses. Donc, ils sont venus pour tirer profit des richesses du Tanganyika, pour l'exploiter. Sauf qu'ils sont retrouvés à exterminer pratiquement 200 000 à 300 000 personnes. Je rappelle quand même qu'en Namibie, dans l'actuelle Namibie, le massacre des Herero et des Nama a exterminé pratiquement 3/4 des populations de ces gens. Donc, les Allemands se disent, si on tue les autochtones, qui va exploiter les ressources pour nous? Qui va aller dans les champs pour nous? Donc, il faut changer de fusil d'épaule. Ils vont donc commencer à être d'apparence plus souple. Ils vont commencer à mettre en place une politique qui, de façade, ferait la promotion de la mise en place d'infrastructures qui tendraient à améliorer le quotidien des Tanganyikais, on va dire. Dès lors, des projets d'infrastructures, des plantations, des ports, des chemins de fer sont lancés. Des lignes relient la côte à l'intérieur, de Tanga à Moshi, puis de Dar es Salaam à Tabora. Dans le même temps, le Swahili, qui a été longtemps répudié par les colons allemands, commence à prendre de plus en plus d'ampleur et devient la langue majeure et la langue administrative, on va dire. Ironie du sort, cette stratégie adoptée par les Allemands pour mieux contrôler va s'avérer être contre-productive parce qu'elle va créer cet élan de solidarité, cet élan d'unité nationale qui a pour but in fine d'obtenir enfin les indépendances. Parce que on est à une période très importante. Je m'explique. On est en 1915-1918 et à cette époque, le contexte mondial est bien évidemment la Première Guerre mondiale. Et comme vous le savez, au sortir de cette Première Guerre mondiale, les Allemands sont battus. À la suite de cette défaite, en 1919, il y a le traité de Versailles qui va démanteler l'empire colonial allemand. Le Rwanda et le Burundi passent sous contrôle de la Belgique et le Tanganyika est confié au Royaume-Uni. Et là, naturellement, on pourrait se dire, ah, le Royaume-Uni arrive, les choses vont changer. En fait, on a changé de personne à la tête du Tanganyika, mais la logique reste la même. Souvenez-vous l'histoire du Cameroun. Quand il y a eu cette gestion commune des Britanniques et des Français, ce que ça a donné, bah, ça a été un peu ce même cinéma-là. Donc, grosso modo, les Anglais sont arrivés avec une approche différente, mais dans le fond, c'était pareil. Ils ont mis en place l'indirect rules, c'est-à-dire, au lieu d'être directement ceux qui gèrent la colonie, la colonie, mais ce n'est pas une colonie, ils vont, par le biais de chefs coutumiers religieux, diriger cette colonie de la même manière. En l'occurrence, exploiter au maximum toutes les ressources qu'il y a à prendre. C'est ça le leitmotiv. C'est ça le dénominateur commun. Même le 129, la Tanganyika African Association, qui est une structure politique, on va dire, va commencer à amorcer la démarche vers les indépendances. Donc ça a commencé déjà. Il y a une élite locale qui commence à se démêler pour pouvoir avoir les indépendances. Et en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la lutte commence réellement pour obtenir les indépendances. C'est à ce moment-là qu'un homme va sortir de l'ombre, en l'occurrence, M. Julius Nyerere. Julius Nyerere, instituteur intellectuel, fonde la TANU en 1954 et mène une lutte politique organisée et patiente fondée sur la mobilisation, l'éducation et un discours national au-delà des ethnies. Sous cette pression, les Britanniques négocient. En 1961, le Tanganyika devient indépendant, sans guerre de libération, avec un projet national relativement cohérent. Vous l'avez compris, le Tanganyika est en train d'amorcer vraiment une marche pour devenir une nation relativement stable. Donc, on a commencé dans le sang, on a commencé dans la violence allemande et on a abouti à ce qui peut être, on va dire, une indépendance obtenue sans guerre d'indépendance, on va dire, contrairement à d'autres pays comme le Mozambique, contrairement à d'autres pays comme le Zimbabwe, on va dire. Maintenant, on va parler de la partie insulaire, l'archipel, le Zanzibar. En fait, pendant que les Tanganyikais se faisaient massacrer par les Allemands, au Zanzibar, il y avait une relative stabilité. Le sultanat était là. Il y avait cette hiérarchie raciste là qui était là, où il y avait les Arabes au-dessus, les Indiens au milieu, et ensuite en bas, on avait les Noirs. Mais il n'y avait pas pour autant une guerre en tant que telle. Les frustrations étaient là,
La frustration va commencer à se propager au sein des populations, au sein des petits villages, au sein des petits quartiers. Mais il n'y avait pas de guerre d'indépendance à part entière. Mais cette hiérarchie raciste-là, retenez-la, elle va être vraiment le cancer du Zanzibar. Ça va se métastaser vraiment dans tous les départements, toutes les petites ruelles, tous les petits villages du Zanzibar. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Dans ce contexte-là, sous la pression des partis nationalistes qui vont se former un peu comme au Tanganyika, parce que après 1945, il y a eu des élites locales qui vont commencer également à avoir envie d'avoir des indépendances aussi. Donc, il faut commencer à avoir certaines pressions. Et une vie politique réelle va commencer à s'instaurer au Tanganyika. Et cette vie politique va se cristalliser autour de deux partis. Le Zanzibar National Party, proche du sultanat et des élites arabes, qui s'appuie sur les grands propriétaires et l'appareil administratif colonial. Il est incarné par Mohamed Shamta Hamadi, Ali Mouchin al-Barwani, figure d'une élite attachée au pouvoir institutionnel. En face, on a l'Afro-Shirazi Party, qui mobilise la majorité africaine, les ouvriers, les dockers, les descendants d'esclaves, les exclus du pouvoir. Il est porté par Abed Amani Karoum, Kassim Anga ou encore Ali Sultan Issa. C'est exactement dans ce contexte-là que se tiennent les fameuses élections de 1963. Et c'est là que les premières étincelles vont commencer à sauter. Parce que je m'explique. Cette structure hiérarchique très raciste qui met les Arabes en haut, qui met les Indiens ensuite et qui met les Noirs tout en bas de l'échelle, chez les Noirs, en Afrique, chez les autochtones noirs, ça va créer des frustrations. Donc quand il y a ces deux partis politiques, un parti qui est très proche du sultanat, des propriétaires de terrain, et un parti qui représente les Africains exclus du pouvoir, il y a des élections qui arrivent en 1963. Ok? Et ces élections sont très attendues. L'Afro-Shirazi Party arrive en tête des voix, mais le Zanzibar National Party conserve le pouvoir grâce à un découpage colonial. En décembre 1963, Zanzibar accède à une indépendance formelle, une souveraineté précipitée, fondée sur des équilibres biaisés qui laissent inactes les profondes fractures sociales et politiques. Pour faire simple, en 1963, on dit que Zanzibar est indépendant. Sauf que les bases, les fondations ne sont pas solides parce qu'il y a eu des élections. Le parti qui faisait la promotion des exclus du pouvoir, le parti qui faisait la promotion des autochtones, le parti qui faisait la promotion de ces ouvriers, de ces dockers, de ces descendants d'esclaves là, a gagné. Mais par un micmac politique, finalement, c'est le parti qui est proche du sultanat qui est détenteur du pouvoir. Et on négocie une indépendance. Vous avez compris un peu le subterfuge. Donc là, naturellement, les populations se disent, en fait, l'indépendance, on ne l'aura jamais par les urnes. On l'aura par un autre moyen. Et c'est à ce moyen-là qu'on arrive. C'est dans ce climat de frustration-là qu'un homme va aspirer toute cette énergie, va capter un peu les frustrations, les révoltes des populations, et va s'en servir, on va dire qu'il est partagé aussi, pour s'affirmer. Son nom, John Okello, ouvrier, prédicateur, autodidacte, il capte la colère d'une jeunesse africaine marginalisée, convaincue que la voie électorale est bloquée. Faisons donc un petit bilan. Faisons un petit bilan. Socialement, c'est l'hécatombe. Chômage, pauvreté, dans tous les sens. Les richesses sont concentrées chez les Indiens et chez les élites sultanes. Un peu chez les Britanniques, on va dire. Ok? Deuxième point, quand on organise des élections, ces élections, visiblement, même quand elles sont gagnées par le parti qui fait la promotion des populations autochtones, le pouvoir revient au parti qui est d'allégeance sultane, d'allégeance britannique ou d'allégeance exploitante, on va dire, pour parler simplement, je n'aime pas c'est du français. Ok? Donc tout ça, ajouté à la crise identitaire qui était sous-jacente, ça constitue une cocotte minute prête à exploser. Vous mettez tout ça dans une boîte, vous secouez, et ça vous donne les événements qui vont arriver incessamment sous peu. Je dis ça va arriver, ça va péter violemment. En décembre 1963, sous le sultan Jasmine bin Abdullah, beaucoup parlent d'une indépendance de façade. Deux dynamiques révolutionnaires coexistent alors. La première est politique et structurée, portée par les cadres de l'Afro-Shirazi Party. Abed Amani Karoum et ses amis ont un plan organisé et soutenu sur le continent et dans les milieux arabes de gauche prévu pour plus tard. La seconde est plus radicale et imprévisible, incarnée par John Okello, ouvrier ougandais,
Ancien policier, prédicateur autodidacte, il agit hors des partis et décide de frapper avant. En fait, entre le 9 et le 10 janvier 1964, il y a des rumeurs qui sous-entendraient que des cadres de l'opposition pourraient être arrêtés. Les rumeurs commencent à s'enfler, mélangées à la frustration. Les choses vont très très vite. À partir de là, la machine meurtrière, la machine révolutionnaire est en route pour changer les choses. Ce qui nous amène au 11-12 janvier 1964, qui ont été le théâtre d'événements dramatiques. Le 12 janvier 1964, vers 3h du matin, à Zanzibar, cette nuit, les Africains disent stop. Environ 200 insurgés armés de gourdins et d'arcs lancent une attaque surprise contre le commissariat de Ziwani. Les gardes sont neutralisés, les armes sont saisies. Avec cet arsenal, la police et les forces du sultan s'effondrent. Les rafales déchirent les rues étroites de la capitale, ancien cœur de la traite esclavagiste en Afrique de l'Est. Après 6 heures de combat, les insurgés prennent le contrôle. Ils récupèrent les armes de ceux qu'ils ont battus. Et à partir de là, la vraie révolte commence. À la radio, on entend la voix de John Okello qui dit clairement que le sultan a intérêt à se suicider parce qu'ils arrivent en pétard. En pétard. Depuis pratiquement des siècles, ces populations-là ont accumulé des frustrations, ont accumulé de la haine, ont accumulé vraiment du ressentiment. Et là, cet homme-là a pris tout ça, a mis sur lui et a créé une petite insurrection. Et là, ça a explosé. Ça a littéralement explosé. Le sultan dont je vous parle depuis, il a fui en yacht, il devait aller à Oman, finalement il s'est caché chez les Britanniques. Sauf que les populations arabes, les populations indiennes, qui depuis, on les voyait contrôler pratiquement toute l'économie, les populations autochtones ne disaient rien, là, elles ont enfin l'occasion de se venger. Et les discours sont incendiaires là-bas de John Okello. Croyez-moi, il y a eu des représailles. Il n'y a pas de source fiable pour donner des chiffres exacts. On parle d'environ plusieurs milliers de morts, majoritairement des populations indiennes, arabes, qui avaient contrôlé pratiquement une bonne partie de l'économie. Et John Okello s'affirme désormais comme le véritable leader. Sauf qu'il y a un problème. Je vous avais dit qu'il y avait deux logiques qui coexistaient. La logique du Shirazi Pari qui voulait un plan beaucoup plus structuré, on va dire, et la logique de John Okello qui, certes, était dans ce parti au début, mais qui a compris qu'il devait agir de façon délibérée. Une fois que le boulot a été fait par John Okello, ces derniers du Shirazi Pari sont revenus et ont pris le pouvoir. Ok? Ils ont littéralement pris le pouvoir. John Okello a, au fil du temps, été mis au placard parce qu'il semblait être trop virulent. Il semblait vouloir faire la promotion un peu trop de la violence. On l'a contraint à l'exil et il est parti dans l'oubli total. L'oubli total. L'oubli total. Après avoir renversé les oppresseurs, bien évidemment dans le sang, on l'a évincé. Désormais, ce sont les membres du Shirazi Pari qui vont prendre les rênes de Zanzibar. Abed Amani Karoum est annoncé président, Kassim Manga vice-président et Abdourahmane Mohamed Babou ministre. À leur arrivée, le rapport de force est déjà scellé. Okello devient vite un problème, trop violent, trop imprévisible, il est désarmé, marginalisé puis expulsé. Il sombrera dans l'oubli. Vous l'avez compris, le pouvoir passe dans les mains des personnes qui sont dites, soit en passant, des personnes beaucoup plus structurées, des personnes beaucoup plus long-termistes, on va dire. À partir de là, on s'est dit, bon, plus de sultanat arabe, plus d'histoire britannique, maintenant le truc est géré par des autochtones. Ok? On est en 1963. Pendant ce temps, en 1961, du côté continental, le Tanganyika, ils ont géré le truc. Ils sont en passe de devenir indépendants. Ils le sont d'ailleurs. Ils sont en train de construire déjà une nation avec un leader. Tout est clair là-bas. Mais aux Zanzibar, les choses ne sont pas encore très claires. Je m'explique. Quand ces derniers prennent le pouvoir, ils vont très vite avoir une orientation très marxiste. Ils vont se rapprocher de l'Union soviétique, ils vont se rapprocher de la Chine. Mais n'oubliez pas une chose, on est en 1963, on est en plein dans les années 60, on est en plein dans la guerre froide. Et la constitution de Zanzibar réveille chez les Américains de vilains souvenirs. Petite île, révolutionnaire, marxiste, ça fait penser à Cuba.
Et les Américains ne veulent pas de ce bis repetita dans l'histoire. Ils vont commencer à faire pieds et mains pour ne pas que ce pouvoir soit trop d'obédience marxiste. Pour ne pas que ce pouvoir ressemble trop à un vilain souvenir, notamment Cuba. Ok? À partir de là, comme par hasard, Julius Nyerere va se rapprocher d'eux et ils vont ensemble décider, en 1964, de façon très secrète, de discuter, de négocier à l'insu même des populations, de créer une nation commune. Le 26 avril 1964, le Tanganyika et le Zanzibar fusionnent pour former la République unie de la Tanzanie. Nyerere devient président, Karume vice-président de l'Union et président de Zanzibar. Mais cette union reste un compromis assez fragile. Du côté du Tanganyika, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, les bases sont plutôt solides, on est en train de faire quelque chose de sérieux. Mais du côté du Zanzibar, très compliqué. Parce que Karume et sa bande de copains qui ont expulsé John Okello se retrouvent désormais à la tête de Zanzibar. Et c'est un pouvoir, pour le coup, qui est proche d'une dictature. Pas d'opposition, les opposants sont arrêtés, ça devient compliqué, les voix dissidentes sont muselées. Et là, c'est là qu'un événement assez dramatique va survenir. Parce qu'au sein même du camp de Karume, il y a des dissensions. C'est dans ce climat que le 7 avril 1972, Karume est assassiné par des hommes issus de son propre entourage. Les causes restent débattues, elles restent floues, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Quoi qu'il en soit, il est assassiné, il est mort. Désormais, on va dire, à la tête de la Tanzanie, il y a un homme, Julius Nyerere. Et c'est une autre histoire. Cette première vidéo servait vraiment à comprendre la constitution de la Tanzanie, comment la Tanzanie est née. Dans même pas 3 jours, je vais vous envoyer une deuxième vidéo qui sera maintenant sur l'histoire de la Tanzanie, avec Julius Nyerere à sa tête, comment il a géré le pays, quelle politique il a mis en place concrètement pour gérer le pays. Mais n'oubliez pas une chose, Julius Nyerere est cité parmi les plus grands panafricains du continent. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui parlait, il agissait. Quand je vous ai dit que la Tanzanie a œuvré pour l'indépendance du Mozambique et du Zimbabwe, c'était Julius Nyerere. Quand je vous ai dit que la Tanzanie a été une base d'arrêt pour l'ANC, c'était Julius Nyerere. Quand je vous ai dit que la Tanzanie a été un acteur phare dans la chute de Idi Amin Dada, ce qui a été diversement apprécié sur le continent, c'était Julius Nyerere. Cet homme est très très important. Jusqu'à présent, il est adulé par beaucoup de personnes. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de l'histoire de la Tanzanie, mais avec un acteur phare, Julius Nyerere. Dans cette partie, vous allez remarquer qu'on n'a pas trop approfondi comment il a fait pour obtenir l'indépendance. On va approfondir ça. Je voulais que dans cette vidéo, vous compreniez comment la Tanzanie est née, la structure de la Tanzanie, qu'est-ce qui fait la Tanzanie, comment se structure la Tanzanie. C'est très important de comprendre. Prochaine vidéo, on va attaquer le vif du sujet avec la Tanzanie sous Julius Nyerere. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas à booster la vidéo. Je pense qu'il y a une partie, on appelle ça des boosts ou je sais pas quoi. Pendant les 3 premiers jours, vous avez la possibilité de le faire. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à follow sur Instagram. Il y a beaucoup de réels qui ont été écrits. Je vais vous envoyer des réels en pétard. Sur Facebook également, j'ai commencé à faire des posts, des publications. N'hésitez pas à les partager, à soutenir. Et puis, bientôt, des projets arrivent. Et puis, ciao, ciao. Bisous.